et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter du cours de première sur l'Europe entre Restauration et Révolution, autrement dit les années 1814 à 1848. La fin de l'ordre napoléonien vient clore la parenthèse révolutionnaire et les bouleversements profonds que la France a exportés dans toute l'Europe. En 1815, Napoléon Ier abdique pour la seconde fois au profit de Louis XVIII, marquant un retour durable des Bourbons sur le trône de France. Mais est-il possible de renouer avec l'ancien régime et l'ordre monarchique en France après des années de guerre, de diffusion des idées de liberté et d'aspiration des peuples à disposer d'eux-mêmes? Dans ce cours, on va voir si l'Europe du Congrès de Vienne permet de trouver un nouvel équilibre favorisant un retour à l'ordre et la stabilité malgré le développement du libéralisme et des nationalismes. Dans cette première partie, on va voir si l'Europe du Congrès de Vienne permet effectivement une restauration de l'ordre monarchique européen. On s'intéresse d'abord à la question française. Le 6 avril 1814, l'empereur abdique. Les puissances européennes placent alors sur le trône le frère de Louis XVI, qui était en exil en Angleterre depuis l'épisode de la fuite à Varennes. Le 4 juin 1814, Louis XVIII, donc, octroie une charte constitutionnelle inspirée du modèle politique britannique qui définit son nouveau régime qu'on appelle la Restauration. Il s'agit d'une monarchie constitutionnelle bicamérale où la Chambre des pairs et des députés vote l'impôt et participe à l'élaboration des lois avec le roi. Celui-ci se définit comme inviolable et sacré et est le seul détenteur du pouvoir exécutif. Si cette charte témoigne de la volonté du roi de concilier restauration d'un pouvoir monarchique et acquis de la Révolution, le peuple n'est plus souverain. Les libertés individuelles sont reconnues et les Français reconnus comme égaux devant la loi, mais la Chambre des députés est élue au suffrage censitaire masculin. Le drapeau blanc est rétabli et le catholicisme redevient religion d'État. Cette restauration monarchique est néanmoins interrompue par le retour de Napoléon. Exilé sur l'île d'Elbe, il débarque au golfe Juan début 1815 et remonte jusqu'à Paris, où il reprend le pouvoir assez aisément, Louis XVIII étant impopulaire. Après 100 jours, l'empereur est cependant défait à Waterloo et contraint à une deuxième abdication le 8 juillet 1815 avant d'être envoyé finir ses jours sur Sainte-Hélène. Le roi est réinstallé sur le trône de France et la charte rentre à nouveau en vigueur. Néanmoins, les 100 jours ont crispé les ultras et le régime reste instable. La terreur blanche traverse le pays à l'été 1815, faisant des milliers de morts et aucun député élu ne finira son mandat sans dissolution de la Chambre. Grand B, le Congrès de Vienne ou les espoirs d'une paix durable. Ce retour de la monarchie en France est permis par la victoire de la coalition des principales puissances européennes contre Napoléon. L'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie travaillent en effet au rétablissement de l'ordre monarchique en Europe après les bouleversements de la Révolution française. Le 1er novembre 1814 s'ouvre donc le Congrès de Vienne. La France, représentée par Talleyrand, est invitée à la table des négociations. L'objectif est simple, réorganiser la nouvelle Europe pour réunir les conditions d'une paix durable. La carte de l'Europe est alors redécoupée. L'Autriche annexe la Lombardie et la Vénétie, la Prusse agrandit son territoire et la France retrouve ses frontières de 1791 par le traité de Paris. Une diplomatie multilatérale fondée sur ce qu'on appelle le concert des nations est alors mise en place. Metternich y défend une vision absolutiste du pouvoir. Les codes civils sont supprimés, les monarchies restaurées en France et en Espagne. Si le congrès est clos le 9 juin 1815, le système Metternich continue de se construire. La Russie met en place la Sainte Alliance en septembre. D'inspiration religieuse, elle réunit l'Autriche, la Prusse et la Russie. Celle-ci est agrandie à l'Angleterre en novembre, constituant la Quadruple Alliance avant que la France ne l'intègre à son tour en 1818, une fois le pouvoir de Louis XVIII consolidé. Ainsi, après Napoléon, c'est désormais l'Autriche qui est le pivot du nouvel ordre européen, garante des restaurations monarchiques et d'un exercice autoritaire du pouvoir. Deuxième partie, on va voir qu'en dépit de cette restauration monarchique, de nouvelles idées apparaissent. En ce tournant de siècle, de nouvelles idées issues de la période révolutionnaire se développent. Le libéralisme, le romantisme, le nationalisme sont en effet la trame de ce long XIXe siècle.
Les libéraux veulent limiter le pouvoir absolu des souverains par des constitutions promouvant les libertés individuelles et politiques. Les milieux bourgeois et étudiants militent ainsi pour l'abaissement du cens et l'élargissement du suffrage. Benjamin Constant, dans son discours sur la liberté des anciens et des modernes de 1819, affirme ainsi « J'ai défendu depuis 40 ans le même principe. Liberté en tout, en religion, en littérature, en philosophie, en industrie, en politique. Par liberté j'entends le triomphe de l'individualité, tant sur l'autorité qui voudrait gouverner par le despotisme que sur les masses qui réclament le droit d'asservir la minorité. » Les romantiques rêvent, eux, d'une Europe des peuples pacifiée et militent notamment dans la presse. Comme en Irlande, ils exaltent les langues locales, le gaélique, l'histoire et la religion et militent pour l'indépendance de peuples vus comme longtemps opprimés. En effet, si le Congrès de Vienne a redessiné la carte de l'Europe, les volontés des peuples, que ce soit d'indépendance ou d'unité nationale, n'ont, elles, pas été prises en compte. Ce mouvement donne naissance au nationalisme. Qu'il s'agisse d'une nation au sens français du terme, la volonté de faire nation, de vivre ensemble, fondée sur le partage d'une culture et d'idéaux, ou du sens allemand, le partage d'une langue, du même sang, une vision qui est en fait plus fermée et biologique, cette Europe des peuples vient s'opposer à la conception de Metternich d'une Europe des princes. Les pouvoirs monarchiques et centraux sont remis en cause au profit de la volonté de créer des nations organisées. Ainsi, à la fête de la Wartburg, en 1817 en Allemagne, 500 étudiants libéraux manifestent pour promouvoir la nation allemande en célébrant la mémoire de Luther. Ces idées qui se répandent rapidement dans toute l'Europe vont entraîner de nombreuses insurrections et leur répression. Pour contourner la censure et l'interdiction de réunions et d'associations, des sociétés secrètes sont créées comme les Carbonari en Italie en 1817, ce qu'on appelle aussi en français la charbonnerie. Ils organisent des complots pour renverser le gouvernement. Ce sont eux qui organisent une insurrection dans le Piémont en 1821, réprimée par l'Autriche. À Manchester, en mars 1819, une manifestation contre la réforme du système électoral, la suspension de l'habeas corpus, la censure, est durement réprimée par la couronne à Peterloo. Des insurrections éclatent ainsi en Espagne, en Russie, mais aussi en Grèce. En 1821, les Grecs déclarent en effet leur indépendance pour sortir de l'Empire ottoman. En avril 1822, les Turcs débarquent sur l'île de Chios pour réprimer le mouvement. Ils font 23 000 morts et 45 000 esclaves. Ce massacre émeut largement en Europe. Les libéraux, les romantiques, les poètes comme Victor Hugo ou Lord Byron qu'on voit ici soutiennent activement les Grecs. Et la France, le Royaume-Uni et la Russie finissent par intervenir militairement en 1827 pour soutenir l'indépendance grecque, obtenue finalement en 1830. Ces politiques répressives ne mettent cependant pas fin au nationalisme européen, bien au contraire. Les hommes et les idées circulent grâce au développement de la presse et de nouvelles organisations voient le jour. En 1831, Giuseppe Mazzini, un Carbonare exilé à Marseille, fonde le mouvement Jeune Italie. Il veut unifier l'Italie et créer une république par l'insurrection populaire. En 1834, il crée Jeune Europe pour exporter ses idées à l'étranger et fédérer les nationalistes européens. Ainsi le groupe Jeune Irlande, né en 1842. En ce milieu du XIXe siècle, comme l'écrit Alexis de Tocqueville, un vent de révolution souffle donc sur l'Europe. Et donc de nombreuses révolutions vont éclater, c'est notre troisième partie. En 1830, de nombreuses révolutions éclatent en Europe à la suite de la France. Si Louis XVIII avait donné des signes d'ouverture, rappelez-vous, quand Charles X lui succède en 1824, il durcit son exercice du pouvoir dans une approche plus absolutiste. Face à la contestation et à une chambre majoritairement libérale, Charles X adopte les ordonnances de Saint-Cloud fin juillet 1830. La presse est censurée, la loi électorale est modifiée en faveur des propriétaires fonciers, la Chambre des députés est dissoute et de nouvelles élections sont prévues. 44 journalistes appellent alors à la résistance le 26 juillet et, dès le lendemain, Paris se couvre de barricades. L'hôtel de ville est pris le 28 juillet et Charles X se voit contraint d'abdiquer le 29 juillet. Ce sont les Trois Glorieuses. Le 31 juillet, les chambres confient le pouvoir à Louis-Philippe d'Orléans, le cousin du roi. Quelques jours plus tard, il prête serment sur une charte révisée. Le droit de dissolution des chambres est supprimé, le suffrage élargi reste lui néanmoins censitaire. Néanmoins, ce nouveau régime plus parlementaire n'a pas tout apaisé
et dès 1831, à Lyon, les canuts se révoltent. Ce sont les débuts du mouvement ouvrier en France, avec de nouvelles revendications sociales qu'on verra dans un chapitre un peu ultérieur. L'impact des Trois Glorieuses en Europe est considérable, et de nombreuses insurrections et révolutions traversent l'Europe à la suite de la France. La Belgique proclame son indépendance le 25 août 1830, soutenue par la France, indépendance effective dès 1831. Des insurrections ont lieu à Parme, à Modène, mais sont réprimées par l'Autriche une nouvelle fois. Le mouvement nationaliste en Pologne, lui, est durement réprimé par la Russie en 1831, qui annexe ce territoire. D'une manière générale, les peuples ont poussé, mais peu ont réussi leur révolution en 1830. Dernière partie, le printemps des peuples. À l'approche du milieu du siècle, les idées nationalistes, libérales, la soif de démocratie et de davantage de justice sociale font éclater un deuxième moment révolutionnaire et l'Europe se couvre, à nouveau, de barricades. En France, la monarchie de Juillet s'est durcie. Le roi citoyen, le roi bourgeois, est caricaturé en pouvoir pour dénoncer sa dérive autoritaire. La censure de la presse est rétablie. Une large part de la population est toujours exclue du droit de vote, qui reste censitaire. Les banquets, qui permettaient de se réunir et de parler politique, sont interdits. Les Français veulent le suffrage universel et portent des revendications sociales. L'Europe est touchée par une nouvelle crise économique depuis 1846. Le 22 février, les premières manifestations pour protester contre l'interdiction des banquets ont lieu. Le 23 février, alors que des ouvriers et des étudiants chantent la Marseillaise et crient « Vive la Réforme !», l'armée tire sur la foule, boulevard des Capucines. Les corps sont ramassés et promenés dans Paris le soir même. Le lendemain, la ville se couvre de barricades, à nouveau, et le palais des Tuileries est ravagé. C'est la fin du régime de Louis-Philippe. Paris n'est pourtant pas le point de départ de cette nouvelle vague révolutionnaire. Elle débute à Palerme, fin décembre 1847, avant de toucher Milan le mois suivant. En Allemagne, la révolution éclate en mars. Vienne se soulève le 13 mars, Prague le 15, et le 18 Metternich doit prendre la fuite. Des révolutions éclatent aussi en Tchéquie, en Hongrie ou encore en Roumanie. Toute l'Europe n'est pas totalement touchée. Malgré la présence d'un mouvement nationaliste fort, l'Irlande souffre par exemple encore de la grande famine de 1845-46 et ne participe pas, elle, au printemps des peuples. Ces révolutions nationalistes, démocratiques et sociales ont un succès mitigé et l'illusion lyrique, selon l'expression de Georges Duveau, est de courte durée. On note pourtant dans un premier temps de nombreuses réussites révolutionnaires. En France, Lamartine proclame la Seconde République et l'adoption du suffrage universel masculin le 5 mars 1848. En Allemagne, l'empereur Frédéric Guillaume IV annonce prendre la tête de la nation allemande et reconnaît la langue tchèque et l'autonomie de la Hongrie le 21 mars. En Italie, Florence et Rome sont déclarées libres, la République de Venise est proclamée. La réaction triomphe pourtant souvent, et après un printemps des peuples, on parle d'un automne des princes. Les conservateurs reprennent en effet partout ou presque le pouvoir. La France intervient militairement à Rome pour rétablir le pouvoir du pape. L'Italie et l'Allemagne ne parviennent pas à réaliser leur unification. En France, la Seconde République est éphémère. Les Français choisissent le neveu de l'empereur, Louis-Napoléon Bonaparte, qui impose un régime conservateur. On retient néanmoins une chose de cette première moitié du XIXe siècle. Les gouvernements sont fragiles face aux idées nationalistes, et les peuples européens se politisent de plus en plus, désireux d'un monde plus démocratique et social, dans une société qui connaît des bouleversements profonds. Pour avoir la suite de l'histoire, rendez-vous en classe et dans les prochains chapitres. En attendant, merci d'avoir répondu à cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à faire le petit questionnaire associé et à très bientôt en classe.